On va peut-être commencer par Pierre-Antoine. Est-ce que tu veux commencer par quelques informations à Dira et puis ensuite on fera un petit tour de table assez rapide pour se présenter. Et puis voilà, on donnera la parole à Eric. Oui, volontiers. Donc, Pierre-Antoine, moi, je suis le délégué général de l'association. Donc, au niveau de l'ADIRA, les quelques actualités à retenir, notamment la semaine prochaine, on a un rendez-vous qui est très important, c'est les 7 et 8 avril, les 2 journées de la cybersécurité qui auront lieu au campus régional du numérique. Et donc, pour la première fois, et je ne l'espère pas pour la dernière, au contraire, nous organisons donc en commun avec la Digital League, l'ENE et puis le CLUSIR, donc cet événement, et qui était d'ailleurs largement soutenu et relayé par la région, la CCI, les CPME et compagnie. Donc ça, c'est vraiment super. C'est une initiative qui est intéressante, notamment qui a pour but de sensibiliser les directions générales, opérationnelles, financières, industrielles, etc. Plutôt d'entreprises type PME ou ETI qui seraient un petit peu moins sensibles à cette question de la cybersécurité. Alors, quand je dis un peu moins sensibles, c'est non pas qu'ils ne la connaissent pas, mais c'est peut-être qu'ils ont parfois un peu plus de difficultés à dégoter les bonnes compétences ou savoir par quoi commencer. Voilà. Donc, 2 journées sur la cyber, les 7, les 8 avril. Ensuite, on aura donc un événement qui n'est pas organisé par la DIRA, mais que l'on soutient, qui est à Valence, qui s'appelle Les Secrets de la Donnée. Ça aura lieu à côté de Valence. J'ai le nom, je ne saurais pas le prononcer, du petit hameau où ce sera organisé. C'est dans un super bel endroit. Et avec un programme d'une journée complète qui est absolument top sur la donnée. Et puis, l'autre rendez-vous à venir, alors c'est un petit peu plus lointain, mais c'est un bel événement qui est prévu donc, le 5 mai après-midi à Grenoble sur l'informatique quantique. Et donc, c'est pour nous l'occasion là, de réunir, on aura au moins 7, voire 8 intervenants de l'informatique quantique qui sont parmi les experts les plus on va dire, réputé en la matière, en tout cas en France, dans ce domaine-là, avec la représentation du CEA-Leti, du CNRS, d'Atos, de Thales, d'IBM, etc. Donc, et d'EDF, par exemple. Donc voilà, ça va être aussi un bel événement. Donc, pour les événements, voilà tout. Et puis, simplement, les autres actualités. Donc, Invest in Digital People qui va démarrer donc, mi-mai. Avec la première formation pour du technicien système et réseau, mi-juin pour du développeur full stack. Donc aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises, ou on va dire toutes les besoins en recrutement étaient couverts pour pouvoir remplir ces 2 premières promotions. Néanmoins, l'idée, et pourquoi je vous en parle, c'est parce que viendront d'autres sessions de formation à partir de septembre. Donc voilà, on tâchera de tenir informés les entreprises les plus tôt possible pour se préparer, pour lancer donc, ces nouvelles sessions de formation. Et enfin, toute dernière actualité, Innovadira, donc, qui est notre dispositif de rapprochement entre le monde des startups et puis le monde des entreprises plus matures, a été officialisé il y a une quinzaine de jours aujourd'hui et devrait prendre un peu plus forme encore dans les prochaines semaines, puisqu'à partir de fin mai, on va recevoir, commencer de labelliser des porteurs de projets, commencer aussi de les faire pitcher et puis organiser donc des sessions de rencontres entre voilà, ces entreprises, ces porteurs de projets innovants et puis des entreprises plus matures qui pourraient se positionner en tant que futurs partenaires, clients, prospects, financeurs, que sais-je. Voilà. Voilà les actualités en bref. Merci. Ah oui, je ne me suis pas présentée, mais je suis Marie-Laure Drevet, je suis consultante en développement organisation et je suis animatrice du groupe Capital Humain. Voilà. On va commencer le petit tour de table. On va commencer par Raphaël, puisque Sully Group est venu en force ce matin. C'est bien. On est 4. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Raphaël, je suis ingénieure d'affaires chez Sully Group depuis 2 ans et demi maintenant et auparavant pendant une dizaine d'années dans les ressources humaines. Okay. Alors, on continue avec Sully Group. On a Iman.
Bonjour, Iman Nezari, je suis chargée de recrutement en alternance aujourd'hui chez Sully Group pour ma dernière année de master. D'accord. On a Céline également. Oui, bonjour, je suis chargée de recrutement également chez Sully Group depuis aujourd'hui 1 an et demi. J'ai été en alternance puis ensuite en CDD et en CDI. Voilà. D'accord. C'est bien. Ça, c'est une belle preuve des belles trajectoires qu'offre l'alternance. Et enfin, chez Sully Group, on a Mélina également. Oui, bonjour. Donc Mélina Poletto, je suis responsable recrutement donc, chez Sully Group. Et donc effectivement, Raphaël nous a gentiment conviés à cette réunion qui nous intéressait forcément parce que c'est un sujet au cœur du recrutement. Donc merci de nous recevoir sur cette réunion. Avec plaisir. Effectivement, Raphaël m'a contacté, m'a dit est-ce que je peux inviter les chargés de recrutement de chez Sully Group qui sont intéressés par le sujet? Mais bien sûr, bienvenue, au contraire. Merci beaucoup. Merci. Nous intéresse beaucoup et voilà qu'on souhaite, qu'on Et travaille. du coup, maintenant, Raphaël, si tu es indisponible pour une réunion, tu pourras te faire représenter par une de ces dames. Ça marche. On continue le petit tour de table. Donc, Christelle. Oui, bonjour. Donc, je suis Christelle Nallet, je suis responsable ressources humaines chez Keolis Lyon. D'accord. Bienvenue. Céline. Oui, bonjour, Céline. Oui, il n'y a que moi. Hein. Je vois Oui, qu'il y a plein oui, d'autres oui. Céline, c'est pour ça. Donc, Céline Leroux. Donc, je suis responsable RH aussi chez Coexia, anciennement Sword, à Saint-Dié-au-Mont-d'Or. Et auparavant, j'étais chez Okinia sur la zone de Tech Lead pendant 10 ans. Voilà, donc j'ai 15 ans d'expérience en RH et très intéressée par le sujet de l'handicap. Merci. Ensuite, on a Anaïs. Bonjour, ravie de vous rejoindre pour ce webinaire. Du coup, je suis Anaïs Dumont, je suis chargée de recrutement au sein du groupe Escar. D'accord. Bienvenue, Anaïs. Merci. Bernard. Oui, bonjour, Bernard Taillet, je suis DSI chez Optevena. Merci. Et enfin, donc, les représentants de AFB. Donc, Loïc, je vais te laisser commencer et puis après, on donnera la parole à Eric. Oui, bonjour, donc Loïc Faure. Moi, je suis en charge des opérations, donc tout ce qui concerne la production pour AFB en France. Et enfin, Eric, alors, je vais vous laisser vous présenter et puis nous présenter le sujet. Très bien, merci. Donc, comme je l'ai dit, je suis Eric Laure, je suis le responsable de l'entreprise AFB et j'ai prévu de vous présenter 2-3 points sur notre entreprise. Dans un premier temps, peut-être vous parler plus généralement de notre entreprise pour voir les différents métiers qu'on va pouvoir aborder au sein de notre entreprise. Rappeler les objectifs de l'entreprise adaptée en matière de recrutement et d'évolution de ses propres collaborateurs vers des entreprises classiques. Et c'est là où ça rejoint notre thème du jour, c'est voir ensuite comment on peut jouer un rôle en tant qu'entreprise adaptée pour aider les entreprises du milieu ordinaire à recruter des collaborateurs TH au sein de leur propre entreprise. Alors, écoutez, j'ai prévu quelques éléments, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions qui concernent le point que j'évoque au moment où je l'ai dit. Je fais juste une petite interruption. Excusez-moi, j'ai oublié de dire à Charles, de donner la parole à Charlotte qui nous a rejoint. T'as le micro coupé, Charlotte. On est dans la pièce, c'est pour ça. D'accord. Oui, excusez-moi, j'ai eu un problème de transport ce matin, c'était la folie. Alors, je suis Charlotte Bourgeois, je suis chargée de mission à la DIRA. Merci, Charlotte. Désolée. Je vous redonne la parole. Très bien. Alors, je vais commencer par une petite présentation de l'entreprise AFB. Donc, l'entreprise AFB, déjà, AFB, ça signifie, en allemand, travail pour les personnes en situation de handicap. Arbeit für behinderte Leute, pour ceux qui ont pratiqué. Pourquoi en allemand? Parce qu'en fait, AFB s'inspire d'un concept allemand que nous avons copié en France, qui existe depuis 2004 en Allemagne, et nous avons démarré notre aventure en France en 2012. C'est donc notre 10e année aujourd'hui. Et ce concept repose sur un constat très simple, c'est que
Beaucoup d'entreprises ont des parcs informatiques dont ils ont besoin de se séparer à un moment donné, et il faut s'assurer que non seulement on peut donner peut-être une deuxième vie à ce parc informatique, mais également qu'il y a des problématiques liées à la façon de s'en séparer. Alors justement, notre activité, c'est la collecte de matériel informatique, de parcs auprès d'entreprises de toute taille, dans un objectif de donner une deuxième vie à ces équipements. On s'appelle AFB, Social and Green IT. Je vais vous parler là de la partie un peu écologique de notre concept. On se situe dans la notion d'économie circulaire, de développement durable, parce qu'on va chercher ces ordinateurs nous-mêmes auprès de différentes entreprises qui nous les confient. Et pourquoi on va le chercher nous-mêmes avec nos propres véhicules? Parce qu'évidemment, on va commencer à rentrer dans la notion de sécurité de l'information. Les ordinateurs qu'on nous confie sont en général toujours porteurs de l'information des entreprises qui ont travaillé avec ces ordinateurs. Donc évidemment, il y a tout un système sécurisé sur à la fois la collecte et bien évidemment l'effacement des données qu'il y a sur ces ordinateurs. Donc c'est vraiment notre première action. Et la notion de collecte, je vais faire un petit focus pendant la présentation sur les différents métiers que ça peut créer chez nous. Dès qu'on parle de collecte, on parle de logistique, donc on a des chauffeurs et on a des manutentionnaires pour manipuler les palettes, les ordinateurs, qui vont donc aller chercher ces ordinateurs chez nos partenaires pour les ramener dans les établissements les plus proches de l'endroit où nous avons collecté. En Rhône-Alpes, nous sommes présents sur Grenoble et nous sommes présents sur Annecy, avec 2 sites de traitement. Pour extrapoler sur la partie française, en France, on est présent également sur Nantes, sur Caen et sur Strasbourg. On est en train de développer un site plus de vente dans le cœur de Lyon. Donc, ces équipements qui rejoignent nos établissements vont ensuite être inventorisés. On a une notion de traçabilité de ces équipements pour s'assurer que tout ce qui nous est donné va pouvoir être tracé et que tous ces éléments vont être restitués sous forme d'un reporting au partenaire qui nous a confié ces équipements, avec une notion de description des équipements, le type modèle de l'équipement, le numéro de série, le numéro d'inventaire éventuellement qui était apposé sur les équipements, de manière à avoir une liste exhaustive de tout ce qui nous a été donné, et tout ça dans un but de commencer une notion d'effacement des données sur ces équipements. Il faut être certain qu'on a traité tous les équipements, donc une première liste faisant une liste exhaustive nous permet ensuite de dire tous les équipements ont été effacés de manière définitive. Donc là, ensuite, on a des logiciels spécifiques. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du logiciel Blanco, qui est un logiciel qui est validé par l'ANSSI, l'Association nationale des systèmes d'information. Donc, c'est un organisme sous couvert de l'État, qui garantit que les équipements qui sont passés dans les mains de ce logiciel ne comportent plus de données. Donc, ça nous permet de donner des certificats d'effacement pour les ordinateurs qui nous ont été confiés. Donc là, on a déjà des profils qui vont, dans nos équipes, s'approcher de début de technicien informatique, puisqu'on est plutôt dans la phase de connaissance du produit, classement, information, manipulation des disques durs pour effacer les données et évidemment manipulation dans les logiciels pour exécuter cet effacement de données. À ce niveau-là commence notre travail de reconditionnement, l'objectif étant de donner le plus possible une deuxième vie à ces équipements en les remettant sur le marché. Aujourd'hui, sur 100 équipements que nous récupérons, nous arrivons à donner une deuxième vie à 66% d'entre eux. Ces équipements vont donc être réparés, remis au goût du jour. Alors, mettre au goût du jour, ça veut dire mettre le bon niveau de mémoire vive dans l'ordinateur, changer le disque dur, éventuellement en passant d'une technologie classique à une technologie SSD, et puis évidemment mettre en place un logiciel autorisé, Windows en particulier. Nous sommes partenaires Microsoft, qui fait que tous les ordinateurs qui passent chez nous, dans nos mains, sont redéployés avec un logiciel autorisé permettant sa réutilisation. Ici, on va donc toucher à des postes de techniciens informatiques qui vont pouvoir redéployer ces équipements. Une fois qu'on a préparé ces équipements, on va procéder à leur revente en les remettant sur le marché. Et pour ça, on a 3 canaux de distribution. Le premier, ce sont des boutiques physiques de vente de produits informatiques. On s'adresse ici aux particuliers. On s'adresse à des associations qui vont acheter des équipements chez nous.
dans notre concept, alors vous avez compris qu'on était entreprise adaptée, donc il y a un aspect social, mais dans l'aspect social, il y a aussi le fait de lutter contre la fracture numérique, donc de proposer des équipements qui sont à moindre coût par rapport à des équipements qui seraient neufs ou par rapport aux besoins de la personne. Souvent, c'est une adéquation entre le besoin de la personne, ce qu'elle fait véritablement avec son ordinateur, par rapport au style d'ordinateur qu'on peut proposer. Dans ces boutiques, on a donc des vendeurs, et là, on aborde des profils plutôt de vendeurs. Sur chacun des sites que j'ai évoqués tout à l'heure, et tout dernièrement une ouverture de boutique sur Lyon, nous avons donc des petits magasins de vente qui proposent nos produits reconditionnés. Le deuxième canal de distribution, c'est le e-commerce. On touche là donc à la vente en ligne, on a nos propres sites avec des collaborateurs donc, qui vont mettre en ligne des équipements et des collaborateurs qui vont assurer une hotline téléphonique pour des personnes qui auraient acheté un ordinateur chez nous et qui pourraient ne pas savoir s'en servir ou qui pourraient avoir besoin d'informations sur, en particulier, la mise en route du produit. Donc ici, on va avoir des profils qui sont plutôt habitués à travailler sur des logiciels, sur le fait de mettre en ligne des équipements. Et pour la partie hotline, on se rapproche un peu des premières aides de style helpdesk qu'on peut rencontrer dans une entreprise à l'interne avec des personnes qui vous aideraient à faire des démarrages ou des mises en route de vos produits. Le troisième canal de distribution correspond à des grossistes. Nous récupérons beaucoup d'ordinateurs en France. L'année dernière, 120 000 produits récupérés. Et malgré nos boutiques, nous n'avons pas autant de passages dans les boutiques pour pouvoir revendre tous ces ordinateurs. Donc, on s'adresse aussi à des grossistes qui vont nous acheter des palettes entières d'équipements testés, reconditionnés, parce qu'eux-mêmes vont équiper des centres de formation, vendre à des écoles. Et c'est une façon donc pour nous de remettre sur le marché ces équipements reconditionnés. Ça, c'est toute la partie, on va dire, réemploi, économie circulaire. On aborde également la partie un peu plus développement durable avec ce qu'on appelle la récupération de la matière. J'évoquais tout à l'heure que sur 100 équipements, 66 pouvaient avoir une deuxième vie. Il faut donc traiter les 33 équipements restants et ceux-là vont rentrer dans une phase de démantèlement, c'est-à-dire qu'on va essayer de récupérer la matière, la partie plastique, la partie fer, la partie cuivre. Alors ce sont des éléments qu'on faisait un petit peu au début, qu'on fait de moins en moins parce qu'en fait on a souci de traitement de volume. Donc notre travail aujourd'hui consiste à trier ces équipements par catégorie, de manière ensuite à les vendre à des confrères, des partenaires qui vont eux-mêmes procéder au démantèlement de ces équipements pour recueillir des tonnes de plastique, des tonnes de cuivre, un petit peu moins en cuivre, mais enfin on va dire voilà, des palettes entières de cuivre, des palettes de fer, pour revaloriser cette matière et reconstituer d'autres éléments. Si je vous donne quelques exemples, on a une entreprise qui récupère toutes les caisses d'ordinateurs plastiques, ils font fondre tout ça, ils font des petites billes en plastique, et ces petites billes deviennent ensuite des tables de jardin, des chaises de jardin. Voilà un petit peu la notion de récupération de matière pour donner une deuxième vie. Tout ceci correspondait à notre concept écologique. On s'appelle Social and Green IT parce que la partie sociale, c'est évidemment le fait de faire travailler des personnes en situation de handicap. Notre entreprise aujourd'hui compte 180 collaborateurs et environ 70% de notre effectif est constitué de personnes en situation de handicap. Donc sur tous nos sites. Et justement, quand on est 180, ça veut dire qu'on commence aussi à avoir différents postes ou profils dans l'entreprise. Alors, je vous ai présenté jusqu'à présent plutôt des profils un petit peu logistiques, surtout techniciens sur le plan informatique. Mais le fait d'être une entreprise avec 180 personnes fait qu'on a aussi un service comptable, un service RH, un service communication, un service moyens généraux. C'est donc autant de possibilités pour nous d'avoir des profils de personnes en situation de handicap travaillant dans ce style d'activité qui n'est pas forcément notre activité principale. Si je prends l'activité par exemple de Loïc en termes de production, il a aussi par exemple des gestionnaires de projets pour l'aider à conduire différents projets. Et je reviendrai après sur ces profils, vous allez voir le lien qu'on va pouvoir faire avec la notion de rôle que nous pourrions jouer dans le cadre d'un travail ensemble avec le milieu ordinaire pour finalement arriver à faire passer certains de nos collaborateurs vers le milieu ordinaire. J'en termine ici avec la partie présentation de l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport
à cette partie-là. Je vais aborder ensuite finalement un petit peu le rôle de l'entreprise adaptée de manière générale sur les collaborateurs qui font partie de notre entreprise. Si pas de questions à ce niveau-là, je vous propose donc d'enchaîner sur cette partie. Alors, l'entreprise adaptée existe évidemment depuis de très nombreuses années, mais a connu une évolution de son concept il y a 2-3 ans. Le concept initial, c'est d'accueillir des personnes en situation de handicap, souvent éloignées de l'emploi. La plupart des personnes qui viennent chez nous n'ont pas travaillé pendant au moins 2 ans avant de rejoindre notre entreprise. Il y a donc une phase chez nous importante, à la fois d'intégration, retrouver un travail, mais aussi de formation pour les amener à travailler sur les différents postes que je viens de décrire dans la partie précédente. Jusqu'à présent, ou plutôt jusqu'à il y a 2-3 ans, la priorité était donnée d'accueillir des personnes en format CDI dans l'entreprise, avec un parcours de formation chez nous et un objectif donné par l'État. Nous sommes une entreprise sous tutelle de l'État, sous tutelle de la DREETS, qui nous donne des objectifs, y compris en termes de mission. Et la mission qui était la nôtre à l'époque, c'était de faire monter en compétence les personnes qui venaient au sein de notre entreprise pour les accompagner vers des entreprises du milieu ordinaire. Donc, c'était déjà notre mission de préparer des plans de formation et avec ses collaborateurs, d'essayer de déterminer un profil de carrière, de souhait, d'évolution, permettant de rejoindre le milieu ordinaire. Depuis 3 ans maintenant, l'État a mis en place une nouvelle expérimentation, elle s'appelle comme ça, c'est-à-dire que c'est limité dans le temps. Pour l'instant, la limite est jusqu'au 31/12/2023. Et il nous demande d'accueillir au sein de notre entreprise des collaborateurs TH, donc travailleurs handicapés, mais sous forme d'un parcours plutôt façon insertion, c'est-à-dire qu'on n'est plus sous la notion d'un CDI, mais sous la notion de CDD, avec des missions liées à cette formation, donc bilan un petit peu de compétences avec eux au départ, définir un projet de carrière, organiser au sein de notre entreprise cette formation, et se rapprocher du milieu ordinaire pour travailler ensemble sur la possibilité de faire évoluer la personne vers le milieu ordinaire. Et c'est là où ce style d'expérimentation actuellement en place va se rapprocher de notre thème d'aujourd'hui sur le rôle que peut jouer l'entreprise adaptée en lien avec le milieu ordinaire dans le cadre du recrutement. Aujourd'hui, donc, on a sur tous nos postes, et les postes que j'ai mentionnés tout à l'heure, des profils de personnes en CDD-T, donc CDD-T voulant dire contrat à durée déterminée tremplin parce que tremplin vers l'entreprise du milieu ordinaire. Sur tous nos postes aujourd'hui et sur tous nos sites, nous avons des collaborateurs qui ont ce style de contrat et qui sont en formation et en définition même du projet professionnel qu'ils souhaitent faire et pour lequel des chargés d'insertion chez nous les accompagnent dans la recherche de positions futures dans le cadre du milieu ordinaire. Ça, c'est aujourd'hui les missions de l'entreprise adaptée telles que nous l'avons à la fois sur nos collaborateurs, nous qualifions de socle, c'est-à-dire l'ancienne façon de fonctionner des entreprises adaptées, et sur les collaborateurs dits tremplin, nouvelle façon de fonctionner. Aujourd'hui, sur nos 180 collaborateurs, nous avons une trentaine de CDD tremplin, donc ce n'est pas encore la majorité, mais c'est pour vous dire qu'il y a un accompagnement sur les deux aspects. Et alors, pour faire le lien avec la notion du rôle joué par l'entreprise adaptée, c'est justement à ce moment-là où nous pouvons jouer un rôle dans la phase de recrutement des entreprises du milieu ordinaire qui pourraient avoir un besoin de recruter sur tel ou tel rôle et qui pourraient, en coopération avec une entreprise adaptée, organiser dans le temps ce recrutement. Souvent, j'ai l'occasion de discuter avec des entreprises du milieu ordinaire qui sont aussi nos clients, puisque par définition, ils nous confient leurs ordinateurs. Et souvent, on me dit, mais nous, on n'arrive pas à trouver les profils, on aimerait pouvoir accentuer le nombre de personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise, mais la grosse difficulté, c'est le sourcing. On ne trouve pas les profils qui correspondraient au poste que nous voulions pourvoir. Et ce problème-là, je le rencontre vraiment très, très souvent.
Alors, très souvent, déjà, on part du constat que c'est vrai qu'au départ, la définition de poste n'est pas toujours le même. C'est-à-dire que chez nous, ça va être compliqué de trouver des profils Bac+5, parlant anglais, allemand. En général, les profils de personnes en situation de handicap avec ce style de formation, soit sont parvenus à trouver par eux-mêmes, on va dire, un emploi et donc sont moins dans notre scope. Nous, aujourd'hui, on emploie plutôt des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc, on n'a pas ce style de profil, mais éloigné de l'emploi, ça veut dire qu'on a quand même parfois des Bac+2, des Bac+3, Bac+5, ça peut arriver, mais c'est vraiment pas la majorité. Et chez nous, le travail va consister plutôt à travailler sur la formation, la montée en compétences de ces collaborateurs avant d'accéder finalement au poste recherché. Et c'est là où il y a peut-être un travail en commun à faire sur des projets qui pourraient, dès le départ, se mettre en place en coopération avec une entreprise adaptée, en disant, ben voilà, nous on cherche un poste de helpdesk. J'ai évoqué y compris des postes qui ne sont pas forcément liés à notre aspect informatique, comptable, ou des postes chargés de projet, et ensemble, finalement, organiser ce parcours de formation chez nous en disant, ben voilà, on va le recruter, on va voir ensemble, on va le former sur telle ou telle partie. Les contrats de CDDT sont des contrats donc à durée déterminée et à évolution successive tous les 4 mois. C'est-à-dire qu'en fait, on peut signer un contrat de 4 mois, 8 mois, 12 mois, ainsi de suite. Et donc avec une faculté de pouvoir arrêter le contrat et pouvoir faire ce passage, cette passerelle vers le monde ordinaire. Il faut savoir que c'est une façon de pouvoir travailler sur ce style de profil et voir ensemble si ça peut matcher avec vos attentes. C'est aussi une façon de faire des tests. Vous avez sûrement entendu parler de ce qui est nommé les duodés. Alors, je parle de ça parce que ça a été communiqué sur le plan national. Les duodés, c'est le fait de permettre l'insertion de personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire pendant une journée au sein de collaborateurs qui les accueillent, qui montrent les différentes façons de fonctionner. Cette partie du OD est la plus visible parce que communication nationale, mais ça existe tout au long de l'année avec une possibilité de faire des insertions ou pour ceux qui travaillent avec Pôle emploi, des PME-CST qui sont de la même façon réalisables avec une entreprise comme nous, pour tester finalement les personnes et voir si finalement ça pourrait fonctionner au sein de l'entreprise. La particularité, évidemment, c'est que si jamais ça ne fonctionne pas, on a, nous, la faculté de pouvoir reprendre la personne dans notre entreprise et peut-être travailler sur un autre projet si celui-ci n'a pas fonctionné. Et c'est donc une façon finalement d'avoir un test, une période d'insertion avec, au bout de cette période, une décision qui dit bah oui, on l'attend ou on ne l'attend pas, mais quand même avec un parachute, puisque cette personne ne serait pas ensuite isolée, elle pourrait revenir chez nous si c'était nécessaire. Donc ça, c'est vraiment la partie où peut-être il y a un travail à faire ensemble sur comment on fait pour construire le parcours d'un collaborateur. Le sourcing, on n'a pas beaucoup plus que vous, on a aussi des difficultés à sourcer nos candidats, mais quand on a des rôles précis, des postes précis, eh bien, on peut aussi organiser ensemble le sourcing, éventuellement présélectionner ensemble un candidat et organiser ce chemin au sein de notre entreprise de formation en faisant monter en compétences et en envisageant une sortie, que l'on qualifie d'ailleurs de positive, vers le monde du milieu ordinaire. Ça, c'est ce qui concerne notre entreprise AFB. Je voulais terminer ce point sur le fait d'avoir cette passerelle. Il existe depuis peu des entreprises adaptées du travail temporaire qui s'appellent EATT. Il y en a une ou deux sur Lyon qui permettent également de pouvoir pré-recruter, d'avoir une période d'insertion dans l'entreprise permettant de faire cette expérience. C'est tout nouveau, ça a été mis en place il y a un peu plus d'un an et demi, je pense. Et donc, elles sont en plein développement, mais ça correspond aussi à une possibilité de travailler avec l'entreprise adaptée dans ce cadre-là, de manière à faire des expériences avant finalement de franchir le pas du recrutement. Voilà ce que je voulais partager avec vous en quelques mots. Je ne sais pas si vous avez
des sujets précis que vous auriez souhaité peut-être que je développe un peu plus. J'ai voulu, dans un premier temps, présenter les quelques éléments qui tournent autour de la façon de recruter de notre entreprise. Merci. Alors, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Moi, j'en ai quelques-unes. Vous évoquez la difficulté du sourcing. Comment se fait votre sourcing? Vous travaillez avec Cap Emploi? Vous travaillez... voilà, comment vous allez sourcer vos collaborateurs? Nous travaillons essentiellement avec Cap Emploi et Pôle emploi sur le sourcing. Alors, on passe des annonces, mais pas dans les journaux, on va dire. On passe des annonces via nos propres sites, via des sites spécialisés, mais la plupart de nos collaborateurs sont issus de Cap Emploi ou de Pôle emploi. Pour la raison que j'évoquais, c'est-à-dire que dans ce ne sont pas des critères, mais on va dire la difficulté de trouver des profils fait qu'on s'adresse aussi à des institutions spécialisées. Donc Cap Emploi était véritablement notre plus gros fournisseur, entre guillemets, de collaborateurs. Depuis un an, je crois, il y a une refonte du système Cap Emploi. Pôle emploi, maintenant, c'est le même service qui travaille sur la partie des profils en situation de handicap, parce qu'il y avait des particularités qui faisaient que Cap Emploi s'adressait plutôt à des profils qui nécessitaient un accompagnement plus fort, y compris en termes d'accompagnement parfois social, alors que chez Pôle emploi, on a aussi dans leur base de données des profils de personnes en situation de handicap, mais qui sont considérés comme plus autonomes pour pouvoir intégrer une entreprise dite ordinaire. Donc c'est vraiment notre première source, mais on n'a pas, on pourrait avoir des recrutements faits en direct sur d'autres situations. On a aussi, et ça peut peut-être concerner certains de vos adhérents, on a des entreprises qui nous contactent avec des collaborateurs de l'entreprise qui ont eux-mêmes, au cours des années, révélé une situation de handicap, qui donc par la suite ont obtenu une reconnaissance de travailleurs handicapés au sein même de l'entreprise. Et certains services RH de ces entreprises nous contactent pour envisager ensemble une suite à leurs propres collaborateurs. Autrement dit, le fait que leurs collaborateurs quittent l'entreprise et ils les accompagnent pour intégrer une entreprise comme la nôtre. Et c'est donc aussi une façon de sourcer, même si ce n'est pas la plus fréquente. Et vous parliez de réussite, de positive, d'insertion positive quand le collaborateur arrive à entrer dans une entreprise dite classique. Vous avez des pourcentages de personnes et des délais en fait de retour vers des entreprises classiques? Alors, il y a des pourcentages. Pour être très honnête, le gouvernement a mis en place une expérimentation il y a 2 ans, telle que je viens de l'évoquer pour la partie CDDT, parce que justement, les départs vers les entreprises ordinaires, avant cette expérimentation, étaient faibles. Je pense que sur le plan national, on devait approcher les 2%. On dit très faible. Raison assez compréhensible dans certains cas, puisque l'entreprise adaptée est aussi une entreprise classique qui souhaite aussi accueillir ses collaborateurs correctement, proprement. Donc on peut aussi imaginer qu'un collaborateur en position de CDI et qui se trouve bien dans cette entreprise n'ait pas forcément l'envie d'aller tenter l'aventure ailleurs. Donc il y avait aussi ce frein-là. Et le gouvernement voulant amplifier le fait de donner plus de chances finalement à plus de monde, à organiser cette façon de fonctionner sous forme d'expérimentation, se calquant sur le milieu de l'insertion avec des contrats de 2 ans renouvelables, permettant ainsi d'avoir des sorties plus régulières, permettant à d'autres personnes de venir dans l'entreprise et bénéficier également de cet accompagnement que nous pouvons proposer. Dans ce cadre-là, on est dans la phase de l'expérimentation, le gouvernement nous demande d'avoir 30% de sorties positives sur l'ensemble des
collaborateurs que nous prenons dans le cadre de cette expérimentation. Au moment où je vous parle, AFB n'est pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a quelques... J'essaie de calculer en même temps. Ouais, je dirais qu'on est plutôt sur un petit 10%. On est sur un petit 10%. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsque l'expérimentation a été lancée, nous avons levé la main pour faire partie de l'expérimentation et donc nous avons commencé à recruter, à former, sans pour autant avoir eu ce discours que je suis en train de présenter vis-à-vis d'entreprises plus classiques, en disant essayons de travailler ensemble pour voir si on a des choses à faire ensemble. Donc, on a recruté des personnes parce qu'on se lançait dans l'expérimentation, mais sans pour autant avoir déjà des partenaires qui pouvaient accueillir nos collaborateurs au terme, en se disant on a 2 ans devant nous, on va faire de notre mieux pour essayer de trouver des partenaires qui vont pouvoir accueillir nos collaborateurs. Donc ça peut expliquer aussi ce taux-là, mais il y a aussi évidemment le fait que on est sur des profils qui sont avec un handicap et que certains ont une difficulté réelle de pouvoir ensuite aller dans le milieu ordinaire. Donc la notion de projet pilote, de tentative, d'essai est très importante parce qu'elle est importante pour l'entreprise qui accueille, mais elle est importante pour le collaborateur pour s'assurer qu'il va savoir accéder à l'entreprise du milieu ordinaire. Certains de nos collaborateurs peuvent avoir par exemple des délais ou des temps de travail qui sont plus faibles, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille 5 heures au lieu de 7 heures par jour, ou qui a besoin donc d'aménager son poste. C'est des choses que nous trouvons très souvent au sein même de notre entreprise. Il faut donc que l'entreprise accueillante soit aussi dans cette optique d'avoir un aménagement de poste lorsque c'est possible. On a à l'inverse des collaborateurs qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, mais qui n'ont pas d'aménagement de poste spécifique. Et très franchement, à ce stade-là, à part le fait que nous, on sait qu'ils ont une RQTH, il n'y a pas une grosse différence par rapport au profil classique. Et dans ce cadre-là, donc c'est pour ça que le test est d'autant plus important parce qu'il fait tomber des barrières. On peut imaginer que quelqu'un qui se présente avec une RQTH, on se dit bon, mais quel va être mon souci, comment ça va se passer, est-ce que vous allez avoir des absences, et en fait, c'est un frein, le fait de pouvoir finalement tester pendant quelques temps, ça peut être des semaines, ça peut être des mois, et bien ça permet de lever ce frein-là lié au seul fait que sur son CV, il y a écrit RQTH. Oui, justement. Alors, contrairement à la plupart des entreprises, vous avez quand même un mode de fonctionnement où justement on est à 70% de collaborateurs en situation de handicap. Je pense que la plupart des entreprises, si elles étaient déjà à 30%, ça serait déjà exceptionnel. Mais, la loi demande 6. Hein. Pardon ? Pour rappel, la loi demande 6%. 6%, oui. Donc, si elles remplissaient déjà leurs obligations de 6%. Exactement, ça serait déjà bien. Et, donc, ce que je veux dire, c'est que vous êtes déjà un petit peu... vous êtes très en avance dans l'approche, limite quasi industrialisée, si on peut dire, mais si demain une entreprise devait débuter, commencer de recruter pour la première fois ou pour les premières fois, ou se dire on passe justement à un niveau où on va recruter, admettons, 5, 6 ou 10% de collaborateurs en situation de handicap, à votre avis, ce serait quoi un peu les conseils? La dernière fois, on avait parlé ensemble lors d'une précédente session du groupe de travail, peut-être d'avoir une personne dédiée justement à l'intégration des collaborateurs. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Enfin, voilà, est-ce que vous auriez des petits conseils pratiques, on va dire, pour le faire correctement? Absolument. Donc déjà, la loi impose à des entreprises d'une certaine taille, je crois que c'est au-delà de 250 personnes, le fait d'avoir un référent handicap dans l'entreprise. Et on s'aperçoit, pour discuter avec eux, que ce rôle est très important. Il est très important à plusieurs niveaux. Alors évidemment, il y a plusieurs façons de porter ce rôle. On a le référent handicap par obligation parce que la loi nous le demande. Donc évidemment, une personne est référent handicap et va vraisemblablement traiter des sujets dans l'entreprise. Très bien. Et puis on a des référents handicap, et j'en côtoie très souvent, fortement impliqués
dans la volonté de mettre en place dans l'entreprise de plus en plus de personnes portant un handicap. Et évidemment, alors pour que ça s'intègre correctement dans l'entreprise, on ne parle pas de faire des efforts énormes, on parle de fait simplement d'intégrer des personnes en situation de handicap dans le monde classique. Et là, le rôle du référent est très important parce qu'il va aider à faire passer les messages sur les opérationnels en disant, enfin déjà en minimisant les craintes, en accompagnant, en présentant le fait qu'il peut donc y avoir des tests, on évoquait tout à l'heure des périodes d'essai, et cette partie accompagnement est très très forte. Je me rappelle d'exemples où, pour avoir discuté avec eux, on était sur des entreprises style SS2I qui cherchaient, qui étaient très volontaires pour recruter des personnes en situation de handicap, mais et donc la direction poussée, la référence, c'était une référente en l'occurrence ici, faisait de la communication en interne sur cette partie, sur le fait évidemment qu'il fallait que l'entreprise fasse un effort pour intégrer un peu plus de personnes en situation de handicap. Mais sur le terrain, se confronter au fait que les managers qui géraient les dossiers étaient tout à fait du même avis, il n'y avait pas de problème, il faut être plus inclusif. Mais dès qu'on touche à ce moment-là à leur domaine d'action, ça devenait plus compliqué. Et l'exemple type que j'ai pu lire, c'était des personnes qui avaient un projet à mener, stressées par le client final qui disait, ben voilà, il va falloir que ça soit livré tel jour, ainsi de suite, voici notre plan. Et le responsable de projet, son souci à lui, c'était de dire, moi je suis super partant pour prendre quelqu'un en situation de handicap dans mon équipe, mais qu'est-ce qui se passe si jamais il ne vient pas, parce que maladie, parce que ceci, parce que cela, moi je ne vais pas pouvoir faire mon projet, donc je vais prendre moi toute cette responsabilité sur le fait que je ne vais pas être en mesure de délivrer. Et le rôle du référent ici, eh bien, c'est accompagner ce style de situation en expliquant que y a des options, en regardant comment ça fonctionne, est-ce qu'on le met à cheval sur plusieurs projets. Enfin, il y avait une réflexion ici de l'accompagnant référent handicap pour aider les propres collaborateurs de l'entreprise finalement à anticiper ce phénomène parce qu'il y avait des freins parfois justes et parfois liés à la crainte que ça puisse poser un problème. Et quand ces informations sont données par quelqu'un en interne, le référent, c'est pas la même chose que quand c'est une entreprise externe qui leur dit non, vous inquiétez pas, on va tout gérer, s'il est malade, on mettra quelqu'un d'autre. C'est pas pareil. Et donc, il y a un rôle véritablement important du rôle du référent. On en reçoit, nous, de temps en temps, qui viennent nous voir aussi pour mieux comprendre comment fonctionne l'entreprise, pour essayer de voir finalement comment on peut créer des liens entre nous sur certains sujets. Donc, il y a une vraie approche et un rôle important à jouer par cette personne-là au sein de l'entreprise. Ouais, parce qu'on perçoit souvent en fait que... Est-ce que les freins ou les difficultés, finalement, elles ne viennent pas plutôt des appréhensions que de la réalité? C'est-à-dire on se méfie beaucoup plus de ce qui peut arriver que ce qui peut réellement arriver. Ça, je vous confirme que c'est évidemment un des points principaux, parce que nous, dans notre entreprise, on fonctionne, on tourne, j'évoquais 120 000 équipements traités, et pourtant nos collègues sont en situation de handicap, ça ne nous empêche pas d'avancer, on a nos projets, on est juste un peu adapté à la façon de fonctionner, mais on a le sentiment de travailler dans une entreprise classique, qui a des clients qu'il faut contenter, nos partenaires, qui sont en général d'ailleurs tout style de partenaires, mais dont des grandes entreprises françaises, ont un degré d'exigence vis-à-vis de nous qu'on estime et qu'on espère en tout cas être le même que vis-à-vis des entreprises classiques, parce qu'on veut pouvoir évidemment apporter une solution professionnelle à nos partenaires, mais on a juste des profils différents dans nos équipes qui font ces solutions. Et par contre, il faut qu'elles soient de la même façon professionnelle. Et ça fonctionne pareil dans une entreprise classique qui va accueillir des personnes en situation de handicap. Il y a sûrement pour l'appréhension au début, mais après, il y a quand même, on s'intègre dans l'entreprise, il n'y a pas... Voilà, ces craintes s'en vont avec le temps. Et par exemple, quand, je dis peut-être une bêtise, mais un manager, est-ce qu'il va avoir une attention particulière ou est-ce que je dis n'importe quoi, dans des rendez-vous rituels type
entretien annuel, ce genre de choses? Est-ce que il peut être amené à poser des questions qu'on ne poserait pas forcément d'habitude? Est-ce qu'on va justement axer un peu plus sur le handicap? Ou bien est-ce qu'il vaut mieux éviter la question enfin voilà, en gros, quelle est un peu la posture et quelle est un peu la manière pour éviter d'un côté peut-être de trop insister sur ce point-là et de l'autre, au contraire, de l'éviter volontairement? Je comprends votre question. Je vais répondre à votre question dans un deuxième temps. Je voulais juste vous donner un premier exemple. On a des personnes qui sont venues chez nous après un passage dans le milieu ordinaire et qui nous ont expliqué comment ils souffraient de ne pas évoquer leur handicap parce que finalement, peur qu'on leur reproche quelque chose, parce que ne produit pas assez vite, parce que peut-être se déplace pas assez vite, ainsi de suite. Et donc, certaines de ces personnes viennent chez nous en disant « mais j'ai jamais parlé de mon handicap avant, je ne veux surtout pas, parce que j'ai peur que l'entreprise s'en aperçoive et me dise finalement ça ne va pas ». Donc, on a des personnes qui viennent chez nous et d'ailleurs qui nous disent la différence chez vous, c'est qu'on peut en parler. Oui, parce que chez nous, tout le monde a un souci, sauf que, c'est pas écrit sur le front et en plus, on n'en parle pas. Donc, et je vais vous dire pourquoi on n'en parle pas. C'est là où je vais répondre à votre question. Mais donc, c'est pour vous dire que c'est un vrai point. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes autour de cette table virtuelle des services RH. À un moment donné aussi, les entreprises et les services RH en particulier avaient lancé des opérations de sourcing, entre guillemets, de personnes possédant une RQTH au sein même de l'entreprise, ne serait-ce que pour répondre à ses obligations. Au sein même des entreprises, il y a des personnes qui ont des RQTH mais qui ne le disent pas. Et donc, certains services RH avaient aussi lancé des campagnes de communication en disant « mais parlons-en », parce que d'abord, ça a un intérêt pour l'entreprise, et puis en plus de ça, de savoir, c'est une façon de mieux accompagner. Et c'est ça le point où je commence à répondre à votre question. À un moment donné, savoir exactement ce qui peut poser un souci à la personne en termes de handicap, ça va être une meilleure façon de l'accompagner. Quelqu'un qui ne va pas pouvoir faire des journées trop intenses, c'est mieux de le savoir et de se dire je ne vais pas, peut-être, je vais pas planifier de lui donner cette mission-là, sur lequel il va y avoir un point, mais par contre, sur celle-ci, elle va être super, parce que dans le temps, elle va me le faire comme il faut. Donc, c'est intéressant d'avoir ces infos. Mais il faut savoir que même nous, en tant qu'entreprise adaptée, nous n'avons pas accès à l'information du handicap. On n'a pas accès aux données médicales. Ce sont des données qui sont confidentielles. Seule la médecine du travail est au courant. Donc, quand on fait nos recrutements avec tous nos collaborateurs, on leur demande la chose suivante. On leur dit quels sont les éléments qu'il faut que je connaisse pour tenir compte de votre handicap. Autrement dit, est-ce qu'il faut que j'aménage le poste d'une certaine façon pour m'assurer que je vais savoir vous accompagner correctement. La personne est libre de nous dire si elle a un handicap ou pas. Elle peut très bien dire moi j'ai rien, j'ai rien de particulier, et auquel cas on n'a pas plus d'informations qu'un recruteur classique, et c'est à nous soit au fil du temps de le deviner, soit de évidemment si c'est très visible, bon, il n'y a pas photo, mais vous savez très bien que la plupart des handicaps sont des handicaps non visibles, donc en particulier dès qu'on approche des sujets un peu psy. Donc par définition, on n'a pas plus cette information-là. Mais très paradoxalement, ou je ne sais pas si c'est paradoxal, mais c'est véritablement l'intérêt de fonctionner, les personnes se livrent très facilement en disant regardez, moi j'ai un problème, alors par exemple pour nos manutentionnaires, je ne peux pas porter plus de 15 kilos. Bon, super. Enfin, super, pas au sens qu'ils ne peuvent pas porter plus de 15 kilos, mais on a l'info. Donc si on a l'info, on va savoir accompagner. Et on va dire, ok, très bien, on va dire au manager, ici, cette personne-là, fais attention, elle ne peut pas porter plus de 15 kilos. D'autres personnes, ça va être le temps de concentration. On sait que passer 3 heures, il va falloir faire des pauses. Donc on va organiser le temps. Certains nous demandent d'avoir des pauses déjeuner qui vont faire 2 heures, alors que peut-être c'est 1 heure dans l'entreprise. Donc avec l'information que la personne va nous livrer, on va savoir aménager le temps. Mais là, on est en train de parler de, j'allais dire, presque d'exception. Alors, exception, c'est trop fort, mais au final, on n'a pas tant de points spécifiques à aménager. On a des personnes qui se connaissent, qui ont des traitements parfois à prendre, qui ont besoin de, par exemple, s'ils ont besoin de journées plus courtes, on organise un contrat de travail avec des journées plus courtes. Donc, tout ça se
se gère une fois que c'est connu, s'adapte et finalement ne nous procure pas tant de perturbations parce que on a considéré ce point-là et on s'est adapté. Et je me disais, à l'inverse, quand vous recrutez justement des collaborateurs qui sont en non-situation de handicap, le fait d'avoir aujourd'hui justement une majorité de collaborateurs en situation de handicap, est-ce que là, pour le coup, vous pouvez aussi avoir une attention particulière, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans un contexte qui n'est pas celui d'une entreprise ordinaire, justement, et est-ce qu'ils ont des formations spécifiques ou des sensibilisations spécifiques ou eux-mêmes sont simplement plus sensibles à ça? Pour répondre à votre question, on a les deux profils. Notre entreprise grossissant avec 180 personnes, on a besoin de se structurer et donc par définition, on a besoin de faire rentrer des profils différents et avec des compétences différentes au sein de l'entreprise. Et donc, certaines personnes répondent à un job description et ont répondu aux personnes TV. Ce qu'on appelle TV chez nous, c'est travailleur valide par rapport à un travailleur TH, travailleur handicapé. Et donc, ont simplement répondu à une annonce en disant tiens, voilà, j'ai envie de travailler dans une entreprise. On a deux piliers, hein, l'aspect écologique, donc on a aussi des collègues qui sont chez nous parce qu'ils estiment que d'apporter la petite pierre sur l'économie de CO2, l'économie des litres, le fait de réutiliser des équipements fait partie de quelque chose qu'ils ont envie de faire. Et d'autres viennent aussi pour la partie sociale en se disant j'ai envie que quand je me lève le matin, je sens qu'en plus j'aide d'autres personnes. Donc on a des personnes qui viennent aussi sur cette partie-là avec une sensibilité en se disant c'est véritablement ce que j'ai envie de faire. J'ai non seulement mes compétences classiques que j'ai pu acquérir, soit de manager ou pas, dans la vie ordinaire d'une entreprise classique, mais en plus, là, j'ai le sentiment d'aider des personnes qui vont pouvoir avancer grâce à moi. Donc, on a vraiment ces deux profils-là. On a entamé chez nous, en tout cas l'année dernière, une formation spécifique pour nos managers, pour accompagner nos managers, parce que on a au sein de notre entreprise tout style de profil de personnes avec une RQTH. On a du handicap physique, mais on a du handicap psychique, enfin, donc différentes façons d'appréhender les collaborateurs. Et il est apparu assez évident d'aider nos collaborateurs managers, en particulier parce qu'on a beaucoup de néo-managers, donc tout juste nommés, dans l'accompagnement de nos collègues, dans la façon d'adapter le poste, peut-être de demander des choses, de savoir aussi réagir face à telle ou telle situation. Donc c'est un accompagnement qu'on procure aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Mariette Kelpal qui s'appelle aussi à vous poser. Alors, je suis navrée, déjà je m'excuse parce que je suis arrivée en retard, mais j'ai du mal avec ce créneau. Voilà, bon, c'était pour la petite parenthèse politesse. Pareil, ce que vous partagez avec nous, moi je travaille à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, donc une structure publique État qui se veut, entre guillemets, un peu volontariste, exemplaire sur sa politique handicap. Et là, moi, je travaille à la DRH. Je ne suis pas du tout sur ces sujets-là. On a des référentes, handicap, on a une politique handicap, etc. En revanche, j'ai une collègue manager qui a accueilli justement une personne en situation de handicap dans son service, qui est le service recrutement, qui avait un handicap du coup auditif. Bon, voilà, et du coup, on a accueilli cette personne, toujours dans notre politique un peu volontariste et puis d'être exemplaire à la DRH. Et il s'avère que elle n'a pas pu être gardée, cette personne qui était chargée de recrutement avec son handicap auditif, notamment parce que la manager avec qui je débriefais, parce qu'on débriefe parfois comme ça entre managers sur nos difficultés, on a besoin de se parler, pas forcément entre manager et collaborateur, mais entre de manager à manager. On me disait, moi, j'étais volontariste, alors c'est arrivé il y a 3 mois, récemment arrivée cette manager, elle a dû se séparer de cette collaboratrice, alors qu'elle était très volontariste, très à même pour pouvoir justement être volontaire là-dessus. Ça l'a beaucoup perturbée en fait, et elle vit ça plutôt comme un échec.
Et elle m'expliquait, mais en fait, je ne pouvais vraiment pas garder cette personne parce qu'elle avait plein de problèmes personnels qui faisaient que ça faisait complètement, ça faisait complètement polluer, ça polluait complètement son travail et ses attendus. Et en plus, moi, en tant que manager, elle me demandait, je passais des heures, des heures. Je passais peut-être 2 heures tous les 2 jours parce qu'elle venait à moi pour me parler de ses problématiques perso, de mari qui pas de boulot, difficultés financières, de choses comme ça. Et du coup, ce que je constate moi avec le recul, c'est que voilà, on a beau être volontariste, vouloir y aller, essayer de mettre, mettre la meilleure volonté qui soit, bah elle, je retire de cette expérience quand je l'observe de l'extérieur qu'elle le vit plutôt comme un échec, alors qu'on reste sur cette volonté d'être justement exemplaire, volontariste dans l'accueil de travailleurs en situation de handicap. Et du coup, je me dis, est-ce que vous avez aussi peut-être des retours à partager ou des choses comme ça, parce qu'elle l'a doublement mal vécu. Déjà parce que en fait, ça aurait été quelqu'un sans handicap, je pense que peut-être elle aurait été plus directe et franche sur, pour recadrer tout de suite, pour peut-être repositionner les attendus, les attentes, qu'est-ce qui est, voilà, des choses comme ça. Et donc elle a pris sur elle, elle a vraiment, vraiment essayé d'être au maximum sensible, etc. Et puis par contre, après, elle a très très mal vécu le fait de devoir s'en séparer, d'autant plus avec cet aspect handicap. Et finalement, je pense qu'elle le vit comme un échec et que je ne suis pas sûre qu'elle soit volontaire la prochaine fois pour accueillir quelqu'un en situation de handicap. Donc ça aussi, c'est dur à vivre, alors que pourtant, tout le monde y met la bonne volonté. Et je ne sais pas si là-dessus, vous avez des retours d'expérience ou peut-être aussi des conseils ou partages à partager pour peut-être porter un autre regard sur ce type de vécu. Ce que je peux dire, c'est que c'est une expérience qui est quand même particulière, c'est-à-dire que cette personne-là, qui était donc manager, a dû traiter tous les sujets. Aujourd'hui, parmi les profils que nous avons, c'est pas, comment dire, c'est pas fréquent, mais c'est pas fréquent que je veux dire. Ça nous arrive d'avoir des profils qui, évidemment, du fait de leur handicap, ont des situations un petit peu compliquées. Et compliquées, y compris dans la partie sociale, l'accompagnement social. Vous évoquiez ici des problèmes financiers, peut-être d'autres sujets. On a des collaborateurs qui, de par leur handicap, n'ont pas accès à un certain nombre de choses, se retrouvent seuls. Enfin, on est ici vraiment dans le traitement d'une situation sociale. Dans une entreprise comme la nôtre, on a un service RH social qui, évidemment, accompagne ces situations avec l'idée que le manager, qui déjà doit s'occuper de faire avancer son service et s'occuper d'autres personnes qui sont aussi en situation de handicap, ne va pas savoir tout faire. Et donc, à un moment donné, on a, entre guillemets, la chance, peut-être par rapport à des entreprises plus classiques, qui n'ont pas forcément une assistante sociale, tout le monde n'a pas une assistante sociale dans son service, mais c'est une façon de ne pas faire porter tout l'accompagnement du handicap au manager, aussi volontaire soit-il. Je suis sûr que la personne que vous évoquiez était déçue plus parce que ça n'a pas fonctionné, au sens où elle avait envie de pouvoir donner cette chance, de pouvoir intégrer et s'apercevoir finalement de la difficulté. Peut-être est-elle tombée sur une personne avec des difficultés vraiment complémentaires. Ce profil existe, on en a nous aussi. C'est vraiment pas la majorité de nos profils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accompagnement social au sein de notre entreprise, qui est donc un échantillon, on va dire, de 180 personnes, concerne quelques personnes dans l'entreprise. C'est pas du systématique. Là, je pense que il y a eu un cumul de situations qui ont rendu sûrement la chose un peu plus compliquée. J'évoquais tout à l'heure la notion du référent handicap. Typiquement, dans une situation telle que vous la décrivez, je pense qu'il faut surtout partager son souci d'accompagnement avec quelqu'un au sein de l'entreprise en disant est-ce que c'est le référent handicap, est-ce que c'est le service RH, est-ce que je ne sais pas comment l'entreprise était structurée, mais j'ai compris que la collègue que vous mentionnez avait bien pris tout sur elle et donc évidemment c'est compliqué. On le voit, nous, dans l'accompagnement de nos collègues, on a des situations qui sont parfois lourdes, difficiles, donc c'est pas simple de faire de l'accompagnement tout le temps, en plus de son travail normal, classique. Donc,
ici, c'est pour ça que j'évoque cette notion de référent et peut-être d'aide extérieure qui aurait peut-être pu être mise en place. Encore faut-il savoir que ça existe. Il existe aussi des aides liées à... alors, je ne sais plus si c'est Pôle emploi ou Cap emploi, mais nous, dans certains cas, on fait intervenir des personnes extérieures à notre entreprise qui vont accompagner la personne, s'occuper de problèmes particuliers. Typiquement, on a des personnes qui peuvent avoir, on évoquait tout à l'heure des problèmes d'ordre financier, mais ça peut être des problèmes d'ordre administratif. Très souvent, on a cet accompagnement à faire. Mais une fois de plus, ça ne représente pas la majorité des personnes que nous avons, nous, en entreprise adaptée. Hein, j'ai commencé tout à l'heure à présenter la partie entreprise adaptée. Vous savez qu'en France, dans le monde protégé, on a plusieurs organismes. On a ce qu'on appelle les entreprises adaptées. En général, ce sont des profils de personnes en situation de handicap dits autonomes, c'est-à-dire ils habitent chez eux, ils viennent au travail, il y a une partie autonomie, même si de temps en temps, on a cet accompagnement que vous venez d'évoquer. Et puis, il y a en France un autre secteur protégé, qui est le secteur des ESAT, où là, on a des accompagnements un peu plus lourds et qui sont plus compliqués, évidemment, à intégrer dans une entreprise classique. Le point que vous évoquez, pour moi, fait partie de l'accompagnement qu'il faut donner à côté. Et peut-être c'était un profil un petit peu plus complexe à accompagner. Je n'ai pas suffisamment de détails pour répondre à votre point, mais je dis que nous aussi, on en a, mais ça ne correspond pas à la majorité des collègues que nous avons au sein de notre entreprise. Ok, merci. Eric, on peut peut-être aussi dire que l'accompagnement se joue aussi sur la fin d'emploi. C'est-à-dire que, typiquement, dans le cas que vous avez évoqué, peut-être qu'il faut se rapprocher d'autres sociétés comme la nôtre ou autres qui elles-mêmes peuvent offrir une solution. Dans ce cas-là, la fin est moins dramatique, disons. Hein. Il y a quand même un accompagnement et une continuité. Donc ça n'a pas fonctionné, mais bon, ça peut arriver. Il n'y a pas pour autant qu'on laisse tomber la personne. Et ça nous arrive aussi chez nous. Tu parlais des ESAT, on a des fois des personnes qui sont à la limite de l'autonomie et qui vont faire une tentative, consciente ou pas consciente, hein, que c'est une tentative de venir dans un milieu entreprise adaptée et qui, au finish, sont plus du domaine de l'ESAT et ça ne marchera pas chez nous. Mais par contre, on va effectivement faire et prendre tout le temps nécessaire à l'accompagnement, à retrouver, à requalifier et à trouver une sortie positive jusqu'à ce qu'on l'ait. Et on ne considère pas que c'est un échec. Et en particulier, pour aller dans le sens présenté par Loïc, on évoquait tout à l'heure des parcours chez nous. On a des personnes qui arrivent chez nous avec le souci du handicap et des soucis autour du handicap, un petit peu comme vous ai expliqué il y a quelques instants. Le fait d'avoir un parcours chez nous stabilisant, un emploi, se lever le matin, venir résoudre un certain nombre de points, y compris dans l'accompagnement, parce qu'on a un service RH avec l'accompagnement social, un service avec l'accompagnement carrière professionnelle. Tout ça permet de résoudre un certain nombre de points, de remettre les personnes sur les rails, on va dire, plus classiques. Et finalement, après quelques mois, quelques années chez nous, ce sont des personnes qui ont véritablement progressé et qui vont savoir ensuite faire ce pas vers l'entreprise plus ordinaire. Peut-être que dans le cas que vous évoquiez, la situation dès le départ était peut-être un peu plus complexe. Et Loïc dit à juste titre, à ce moment-là, regardons si on s'est trouvé des étapes intermédiaires, peut-être un passage dans une entreprise adaptée avant de repartir vers le monde ordinaire, peut-être une façon d'accompagner la personne pendant quelques temps. Raphaël, nous avons la chance d'avoir plusieurs personnes de chez Sully Group. Tu disais que ça faisait sens pour vous, ce sujet. Est-ce que tu veux en dire quelque chose ou une autre personne de Sully Group? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un sujet voilà, sur lequel on travaille depuis quelques temps maintenant au sein de Sully. Et c'est vrai que voilà,
chouette. C'est pour ça que j'ai proposé à l'équipe recrutement Alpes de venir aujourd'hui à cette réunion pour justement avoir aussi des bonnes pratiques, des petites astuces aussi pour justement faciliter et mettre en place une manière, avec une approche peut-être voilà, avec une meilleure approche et pour justement avoir voilà, toutes les billes pour faire ce beau projet et le concrétiser. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant. C'est vrai que alors nous, chez Suivi, on est à peu près 500 collaborateurs, donc on n'a pas, voilà, on fait les choses à avec les moyens humains que l'on a et l'envie aussi de faire avancer ces sujets. Donc, je ne sais pas si Mélina, en tant que responsable recrutement de l'agence, des choses à compléter. Non, mais je rebondis sur ce qui a été dit. C'est vrai que même, alors pas forcément chez Sully Group, mais sur mes précédentes entreprises, là où on a pu avoir des difficultés, c'est plutôt sur un manque d'accompagnement des managers pour les personnes en situation de handicap, parce que c'est vrai que dans l'esprit des gens, malheureusement, beaucoup pensent encore que c'est des handicaps visibles. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que dans l'informatique, j'ai beaucoup recruté de personnes Asperger. Et on a beaucoup eu de mal à les intégrer, en fait, à avoir un accompagnement de la part des managers. Parce qu'en fait, c'est un peu de la maladresse. Ça part d'une bonne intention, mais soit les personnes font trop, soit à l'inverse ne font pas assez en ne voulant pas les offenser. Sauf que finalement, les intégrations ne sont pas forcément réussies. Donc, on n'a pas forcément le cas aujourd'hui chez Sully. Par contre, nous, on essaye de s'améliorer, d'intégrer aussi des personnes en situation de handicap. Mais aujourd'hui, on a presque, j'ai envie de dire, de la difficulté à les trouver parce qu'on va recruter beaucoup d'ingénieurs, de masters. Et c'est vrai que pour avoir eu une réunion cette semaine avec une entreprise spécialisée, c'est pas forcément là où on va trouver plus de profils. Donc voilà, on aimerait bien, on essaye, mais on a un petit peu de difficulté à les recruter. Alors, je ne sais pas si ces CDD tremplins sont connus de la part des entreprises, n'étant pas dans une entreprise, mais en tout cas, c'est peut-être une méconnaissance de ces parcours qui permettent justement une insertion progressive et justement la co-construction d'un parcours et d'une formation, etc. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour faire connaître ce maillage qui peut exister entre les entreprises adaptées et les entreprises classiques. Hein. Souvent, je pense que les entreprises classiques ne savent pas forcément vers qui se tourner et se tournent naturellement vers Pôle emploi, vers Cap emploi, mais n'ont pas cette connaissance forcément des entreprises adaptées. Je ne sais pas si... Alors là, c'était une ESN, qui était spécialisée, mais c'est vrai qu'ils proposent surtout des POE, POI, et c'est vrai que c'est tout de suite 5 à 10 personnes, et c'est pas forcément adapté par rapport à notre taille, à notre structure, d'intégrer 10 personnes sur un poste, sans parler de situation de handicap. On est plus sur des besoins ponctuels, donc c'est pas forcément la bonne solution. Et c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on recherche, qu'on regarde un petit peu plus sur ces propositions de CDDT qu'on connaît peu. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de communication, en tout cas, sur ce dispositif. Et c'est vrai que c'est vrai qu'un peu plus de com et d'information là-dessus serait la bienvenue pour les entreprises ESN ou pas, hein, mais en tout cas entreprises privées qui peuvent être intéressées en tout cas par ce dispositif proposé. En tout cas, je voulais préciser que nous, on a parlé de notre A qui est dans le domaine informatique, et même si on a d'autres postes à côté, mais vous avez des EA dans tous les domaines aujourd'hui, et évidemment en Rhône-Alpes. Et donc, tout le monde ne fait pas du CDD tremplin, mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises adaptées se sont lancées dans l'expérimentation CDD tremplin. Donc, si vous aviez un poste à recruter dans des domaines vraiment différents, je dirais quelque chose au hasard, mais espace vert, il y a des entreprises adaptées spécialisées espace vert, il y a de la sous-traitance industrielle, il y a du transport, il y a des chauffeurs, il y a
Donc, il y a matière à pouvoir adresser une entreprise adaptée en parlant de cette possibilité de faire un projet de carrière, de formation, une période d'essai finalement. Et si vous voulez retrouver toutes ces entreprises, il existe un site qui s'appelle, vous avez sûrement entendu parler de l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées, UNEA. Donc, si vous tapez sur Internet sur ce site-là, ils ont la liste de toutes les entreprises adaptées par région. Donc, vous tapez votre région et par activité. Et je pense même, je suis à peu près sûr, qu'il y a la mention de savoir si l'entreprise s'est lancée dans l'expérimentation de tremplin pour éventuellement, dans un domaine d'activité particulier, peut-être aborder cette entreprise en disant, voilà, on a un projet, est-ce que vous sauriez monter avec nous un projet d'accompagnement pour tel profil. J'ai désactivé mon micro. Est-ce qu'on a d'autres réactions? Je ne sais pas, Bernard, en tant que DSI. Moi, j'ai bien apprécié le principe de tremplin. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser d'ailleurs. Je ne sais pas combien vous avez de postes qui sont comme ça libérés chaque année. Alors, on en a aujourd'hui, on a 35 personnes en ce moment qui sont en mode CDD tremplin, mais surtout la grande facilité, c'est qu'on sait en prendre en fonction des projets. Donc, si par exemple, vous étiez dans une idée de faire un projet, alors si vous dites qu'il nous faut quelqu'un pour demain matin, c'est là où ça devient compliqué, sauf ce qu'on est dans nos propres profils, des personnes qui pourraient correspondre à ce que vous recherchez. Donc, super, là, ça match premier coup, mais notre expérience montre que c'est souvent rare. Par contre, rien ne nous empêche de définir un projet ensemble en disant, ben voilà, moi je cherche quelqu'un, j'aimerais que dans 4 mois, cette personne elle soit au niveau de compétences, qu'elle sache faire ça et ça. On va nous essayer de recruter cette personne, regarder s'il faut faire des formations complémentaires, peut-être spécifiques, y compris à celles qui pourraient s'adapter à vos besoins, de manière à définir ensemble un parcours et en disant, ben voilà, dans tant de mois, cette personne sera prête à faire un essai chez vous et ensuite on verra ensemble comment ça se passe. Si ça se passe pas bien parce que vous dites ben, finalement c'est compliqué ou alors c'est pas ce que j'attendais ou ainsi de suite, nous on a la capacité de pouvoir reprendre cette personne et la porter sur un autre projet par la suite. Donc c'est pour ça que c'est des choses qui peuvent se mener ensemble. En revanche, ce que je vous dis qui est très spécifique, évidemment, il faut le programmer, on est sur un planning, et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, sauf à trouver des collaborateurs, et ça nous est encore arrivé cette semaine, un collaborateur technicien a trouvé un poste dans une entreprise proche de notre site qui cherchait des techniciens informatiques. Et donc voilà, typiquement, là, ça a matché tout de suite, donc super, c'est comme ça. Et vous n'avez pas une liste de profils, par exemple, qui sont intéressés par cette démarche? Alors, c'est plutôt sur demande, en fait, quelque part. Alors, non, c'est que tous ceux qui sont rentrés en mode CDD tremplin chez nous, non seulement sont intéressés par cette démarche, mais sont en mode préparation. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement, y compris avec notre chargé d'insertion, sur comment je présente mon projet, ce que j'ai envie de faire, quelles sont les entreprises que je vais cibler. Dans la dernière phase de la préparation, on leur apprend à mettre à jour leur CV, à faire des entretiens. Enfin voilà, donc on est véritablement dans l'accompagnement. Donc on en a déjà qui sont déjà dans cet esprit de se dire, voilà, s'il y a une entreprise qui matche avec mon profil, ça va être, on va pouvoir aller plus vite. Après, il y a d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte, la localisation. Alors, je ne sais pas où vous êtes basé et donc si nos collaborateurs seraient prêts à se déplacer. Et si ce n'est pas le cas, comme on est présent en Rhône-Alpes sur différents sites, on doit pouvoir trouver une façon de fonctionner avec quelqu'un qui, potentiellement plus tard, serait prêt à aller à tel endroit, mais peut faire sa formation chez nous sur tel site pendant quelques temps. On est à Villeurbanne. D'accord. Est-ce que nous avons d'autres réactions, Christelle, par exemple, chez Keolis ou d'autres? Lorraine, chez Inetum?
Non? Pierre-Antoine, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Non, non, pas spécialement. Non, non, merci beaucoup pour ces éléments. Je pense que après, enfin, moi, j'avais un petit retour d'expérience. J'avais intégré à une époque un collaborateur en situation de handicap avec une expérience qui ressemblait, alors qui s'est bien passée quand même, mais avec quelques petites difficultés qui ressemblaient justement à ce qu'évoquait tout à l'heure. J'ai pas vu. Ah non, pardon, c'était Mariette. Voilà, donc une petite expérience comme ça. Mais en fait, je pense que le cadre aussi était différent. C'est-à-dire que on était dans une situation où le collaborateur en situation de handicap, il était quasiment seul dans l'entreprise, ou en tout cas seul, reconnu comme tel dans l'entreprise. Et du coup, avec un peu cette perception, je pense, de sa part d'isolement ou de difficulté finalement à intégrer l'entreprise alors que l'entreprise était prête à le faire. Voilà. Moi, mon appréhension, ça avait été dans un premier temps vis-à-vis des autres collaborateurs en me disant j'espère que ça va bien se passer. Et ils ont été, j'ai trouvé super, remarquables. En revanche, je pense que voilà, lui, sa posture a été plutôt de passer l'étape, d'être intégré. C'était la première fois qu'il était intégré dans une entreprise. Je ne sais plus le terme que vous utilisiez tout à l'heure, mais ordinaire, classique. Voilà, classique, voilà. Et puis par opposition, inadapté, peut-être, je ne sais pas, à entreprise adaptée. Et, pas inadapté, mais dans une entreprise classique ordinaire, l'entreprise a sa vie et donc les collaborateurs doivent s'insérer dans la vie de l'entreprise. Il est vrai que dans une entreprise adaptée, on apporte un regard différent sur le fait de s'adapter aux conditions de la personne pour l'aider à rentrer dans l'entreprise. Mais c'est là, quelque part, où on a ce rôle à jouer, puisque le sujet aujourd'hui, c'était le rôle qu'on peut nous jouer en lien avec le milieu ordinaire, c'est que finalement, on fait un passage et on a beaucoup de collaborateurs qui, en passant chez nous, on est une entreprise adaptée, mais on essaie de travailler de manière ordinaire. On a du chiffre d'affaires à faire, on a des clients, ils doivent être contents, on doit faire le travail. Si ce n'est pas bien fait, on le dit aussi. Donc, toute cette partie-là, on la retrouve dans une entreprise classique. Le fait de le faire chez nous pendant un certain temps fait qu'ils vont avoir une adaptation, mais finalement, ils se préparent à l'entreprise classique. Et c'est pour ça qu'on pense, en tout cas, j'imagine que c'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place ce style d'opération. Après un passage chez nous de quelques mois, et souvent c'est plutôt 12, c'est plutôt un peu plus long, hein, eh bien, il y a justement le fait de prendre tous ces éléments que vous évoquiez, le fait de parler avec ses collègues au café, des choses comme ça, vous parliez d'intégration de cette personne qui peut-être... Eh bien, ça, aujourd'hui, ça se passe comme ça chez nous. Donc, et puis, il n'y a pas écrit sur le front de mes collègues, moi j'ai une RQTH de ceci, moi j'ai une RQTH de ceci. D'ailleurs, 30%, on évoquait tout à l'heure le fait que 70% des collaborateurs étaient en situation de handicap, ça veut bien dire que 30% ne le sont pas. Et donc, au café, à déjeuner à midi, même son collègue de travail à côté, voilà, il n'y a pas écrit que c'est une personne en situation de handicap. Donc, c'est une préparation, finalement, à intégrer le monde dit classique. Et peut-être une question par rapport quand même au contexte notamment de crise sanitaire. Est-ce que certains handicaps, peut-être un peu psychologiques ou autres, ont été un peu exacerbés à la suite de la crise ou pendant la crise? En l'occurrence, moi, ça a été un petit peu le ressenti que j'avais eu. La personne s'était carrément isolée. En fait, il ne voulait plus revenir au travail. En fait, c'était un petit peu la difficulté. On a eu ce cas de figure aussi. Ce n'est pas la majorité. Là encore, sur l'ensemble de nos collaborateurs, je ne pense pas avoir plus de 5 personnes qui étaient dans ce cas-là, mais on a eu des personnes qui ne sont plus venues travailler par peur. Mais là, je vous parle du premier confinement, mars 2020. Donc, il y avait quand même une grosse pression pour beaucoup de monde. Il est vrai aussi que nous avons des collègues qui ont une RQTH et dont la RQTH est aussi liée à des faiblesses immunodépressives, donc par définition plus sensibles au virus. Ces personnes-là, chez nous, ont été très rapidement mis en télétravail quand c'était possible, de manière à
voilà, préserver, on va dire, l'aspect sécurité sanitaire. Mais bon, c'est vraiment un épiphénomène. C'était important chez nous, hein, ça constituait beaucoup de personnes qui étaient mises en situation de travail, en télétravail. Mais sinon, en temps normal, on n'a pas ce style de situation. Donc, on va dire que là, quand même, c'était aussi lié à cette crise qui était un peu exceptionnelle. Et Eric, il y a quand même dans nos équipes une angoisse plus présente et globalement une montée de stress plus rapide et plus répandue que dans une équipe standard, quoi. Il y a quand même un stress assez rapide sur toute situation, hein, que ce soit de la pandémie ou que ce soit du changement ou quoi que ce soit. Le stress est plus présent quand même dans nos équipes. Oui, tu as tout à fait raison, Loïc. Après, on a donc deux styles de profil chez nous, ceux qui sont en entreprise adaptée dite classique et ceux qui sont en CDDT. Donc, on a aussi des profils pour lesquels on sait qu'on ne va pas proposer les CDDT parce que l'accompagnement de l'entreprise adaptée est véritablement ce dont ils ont besoin. Et comme nous, on a un ensemble de personnes, c'est vrai que la partie stress est liée sur l'ensemble de nos profils. Je te rejoins sur ce point-là. Je pense que sur la partie des personnes en CDDT chez nous, de manière générale, sont peut-être un peu moins sensibles à la partie stress, même si cet élément-là est évidemment intuitu personnel, hein, c'est chaque personne qui va le porter de manière différente. Merci. Merci Eric pour ce témoignage, pour toutes ces informations extrêmement intéressantes. Je pense que ça nous a ouvert aussi sur des sujets qu'on ne connaissait pas, qu'on ne maîtrisait pas. Donc, très, très intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit lorsqu'on a préparé par téléphone, vous serez conviés à venir témoigner lors de la table ronde que nous allons organiser. On va arrêter, je pense, très rapidement maintenant la date de la table ronde. Pierre-Antoine, fin juin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on sera bien fin juin? Est-ce que c'est possible? Oui, il y a pas mal de choses en juin. Il y a pas mal de choses en juin. Donc, on va en discuter. Je reviendrai vers vous avec des propositions de dates aussi dans le Slack. Juste deux petites informations pour nos prochaines réunions. Donc, pour le mois de mai, nous aurons le témoignage de Céline Wagner, donc invitée par... Lise Wagner, invitée par Céline. Oui, c'est ça, c'est Lise. C'est Lise Wagner, en plus, de l'entreprise Okinea. Donc, je pense que ce sera aussi très, très intéressant. Céline, tu veux peut-être en dire deux mots? Juste le contexte en fait. Donc moi aujourd'hui je suis chez Coexia, donc c'est une ESN dans lequel je suis en tant qu'RH depuis novembre 2020, et avant donc je suis restée 8 ans au sein de Okinea, qui est une société qui fait de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Et donc, c'est vrai que j'ai vécu une expérience qui est quand même un peu hors norme, donc c'est pas une entreprise adaptée, hein, c'est une PME, mais qui, à travers ses valeurs et son engagement, a fait le choix d'intégrer beaucoup de personnes en situation de handicap. Et notre chargée de communication, qui est aussi référente handicap pour l'entreprise, donc Lise Wagner, travaillait beaucoup avec moi sur la partie RH et intégration. Et donc, il y avait une dizaine on va dire sur le périmètre qu'elle gérait, on va dire 70 collaborateurs, il y avait une dizaine de personnes en situation de handicap. Et donc Lise, c'est vrai que c'est vraiment l'exemple type, puisqu'elle est malvoyante, chargée de com. Donc elle a été équipée, mais moi elle l'expliquera mieux que moi, hein. Elle a été équipée d'une tablette, une plage braille. Enfin, son poste de travail a été aménagé, et c'est quelqu'un qui est complètement investi dans l'entreprise. Et enfin, c'est hallucinant en fait. Donc, mais bon, il y a plein d'exemples dans cette entreprise que j'ai pu vivre, et donc du coup, je trouve intéressant. Donc, comme je suis toujours restée en contact avec elle, je trouvais que c'était intéressant qu'elle témoigne et qu'elle explique un petit peu son parcours, quoi. Voilà. Donc, Lise interviendra donc le 6 mai, prochaine réunion. Et la réunion suivante, c'est le 3 juin. Et j'ai sollicité Naël Fawal, qui est le directeur région Auvergne-Rhône-Alpes de 3W Academy,
qui est un centre de formation, et ils ont monté entre autres des formations spécifiques de développeurs pour des personnes Asperger. Voilà. Donc, dans le cadre de formation courte, avec une insertion professionnelle derrière. Donc, il viendra nous en parler et nous expliquer les réussites, les difficultés voilà, de ces formations. Je n'ai pas encore sollicité, mais je vais essayer de solliciter pour la même réunion l'école Signé Formation, qui, elle aussi, a mis en place des formations de développeurs pour des personnes sourdes et malentendantes. Donc, des formations entièrement en langue des signes, enfin, voilà, donc avec aussi un objectif d'insertion professionnelle. Voilà, donc on va essayer de les faire intervenir. Je vais essayer de les faire intervenir sur la même réunion. D'abord, ils se connaissent, on se connaît, on travaille dans le même milieu de la formation. Donc, voilà, de faire intervenir ces trois personnes, enfin, ces deux personnes lors de cette réunion du mois de juin. Et puis après, on verra si on a fait un peu le tour de tous les sujets. Et si à partir de tout ça, je pense qu'on a matière à construire nos tables rondes à travers tous ces témoignages. Celui d'Anouk la dernière fois, plus généraliste, plus sur l'intelligence collective, plus aussi sur l'accompagnement des personnes, des référents handicap, témoignage d'une entreprise adaptée, deux centres de formation, d'une entreprise et d'une personne telle que Kinéa qui forme des dispositifs pour les personnes en situation de handicap. Donc, je pense qu'on aura déjà bien cerné le sujet et qu'on sera en capacité de produire notre table ronde. Voilà. Ça vous va? Merci beaucoup, Marie-Laure. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci, Eric, pour votre disponibilité. Et je vous tiens très rapidement informé pour la date de la table ronde dès qu'on a avancé. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Merci, Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.